ce qui s'est passé ne devrait pas arriver. Oui. Et contrairement à tout ce qu'on a pu imaginer, je pense que le linge sale déjà se lave en famille. Mais malgré tout ça, aujourd'hui, nous devons, face à l'histoire, recadrer les choses pour que les Maliens puissent comprendre en réalité qu'est-ce qui s'est passé. Oui. L'intéressé en réalité n'est pas membre du comité stratégique. N'est pas membre du comité stratégique qui le veut ou qui le désire. Vous parlez d'intéressé, vous faites allusion à El Hadji Oumar Touré de Kaoral, hein? Effectivement. Oui. Donc, comme vous le savez, et le M5-RFP, notamment au niveau du comité stratégique, est constitué d'entités. Et ces entités ne sont pas forcément choisies au vif parce qu'il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de formations politiques, il y a des regroupements, etc., qui sont membres du M5-RFP, mais qui ne sont pas membres du comité stratégique. L'intéressé en question, je vais recadrer pour dire simplement qu'il était venu à la première réunion. Contrairement à ce qui a été dit sur les réseaux, il n'a jamais siégé pendant 1 an au niveau du comité stratégique. Et quand nous commencions cette lutte, l'intéressé n'était même pas au Mali. C'est après la chute. Et de mémoire, je pense qu'il est même venu pour la première fois au comité stratégique, c'était lors de la désignation du Premier ministre. Et avant cela, l'intéressé n'était jamais venu au niveau de nos réunions du comité stratégique. Maintenant, à la première réunion qu'il a eu à assister, oui, il était venu en tant que membre du FSD. FSD. Oui. Et le FSD... Vous confirmez déjà qu'il a, dans le passé, participé à la réunion du comité stratégique? À certaines réunions du comité stratégique. Oui. Stratégique. Ce qui fait de lui, de facto, un membre. Non, non, parce que vous savez, les entités ont des représentants. Donc, souvent, il arrive que des entités font justement remplacer certains éléments, et ça va de la discrétion, souvent en cas d'empêchement, etc., etc. Surtout au niveau du FSD, nous avions vu quand même qu'il y a eu beaucoup de changements, notamment Salikou était membre, après il a été remplacé, etc., etc. Donc ce problème, ce débat devait être réglé au niveau du FSD. Maintenant, le FSD, la réunion précédente à la réunion qui s'est tenue à la réunion extraordinaire, le FSD a écrit officiellement pour dire voilà ceux qui nous représentent au niveau du comité stratégique. Donc son nom ne figurait pas. Donc son nom ne figurait pas, raison pour laquelle, contrairement à tout ce qui se raconte, donc il va de soit que, ou de fait, que l'intéressé ne pouvait plus siéger parce qu'il ne faisant pas partie de la liste qui a été donnée par le FSD. Donc, le président du comité stratégique, ayant connaissance de cette liste, donc a demandé gentiment à ce que l'intéressé quitte la salle. Mais les camarades qui ont suivi, et tout ce qui s'est passé, c'est décevant. Non seulement c'est décevant, mais également regrettable. Avant d'arriver à ces camarades, hein, on va parler toujours du président Touré. Déjà, avant cette réunion, on a quand même eu l'écho que l'homme avait des propos un peu aimables, a tenu des propos peu aimables dans les journaux et même sur les réseaux sociaux contre le Premier ministre. Est-ce que cela ne lui a pas valu peut-être le sort qu'il a connu, par exemple? Non, le Premier ministre est un homme politique. Avant tout, comme je suis un homme politique, nous sommes habitués à cela. Un homme politique ne peut pas dire qu'on parle bien ou mal de toi, quelque part, c'est normal, ça va dans la logique des choses. L'unanimité ne s'est pas faite autour du bon Dieu, mais réellement, le monsieur, il ne fait pas partie et son entité n'est qu'une association qui peut-être, il peut se réclamer être membre du M5-RFP, mais pas membre du comité stratégique. Les entités sont connues, donc il devrait quitter la salle.
Et pour rappel simplement, moi je vais dire que ceci. Chacun d'entre nous sait comment il est venu au niveau du comité stratégique. Je ne parle pas du M5-RFP. Parce qu'il y a combien d'associations, il y a combien d'entités qui sont là, représentées, qui sont membres du M5-RFP, mais qui ne siègent pas au niveau justement du comité stratégique. Moi-même personnellement, j'ai eu comment on appelle ça, pas le même problème. Je fais un rappel, peut-être que les membres du comité stratégique, certains pourront le témoigner. Moi, j'ai commencé à participer dès les premiers instants aux réunions du comité stratégique. Et un jour, dans la salle, j'ai été interpellé de la même manière. Parce que mon entité, en réalité, n'était pas membre ne devait pas siéger encore au niveau, le PPC, le pôle politique de consensus, qui est un regroupement politique, ne devrait pas encore siéger parce que ça n'avait pas été acté encore comme étant membre à ce niveau. Donc on m'a demandé de la même manière, et le même Choguel à l'époque, j'ai pris mes clics, mes claques, je suis sorti de la salle, je suis rentré. Et après ça, le même Choguel m'a appelé après délibération, me demandant de revenir, que je ne pouvais pas siéger au nom de mon entité, mais plutôt je pouvais siéger en tant qu'ancien président d'institution. Donc moi, comme Modibo Sidibé, qui a été ancien Premier ministre, c'est comme ça que j'ai continué à participer aux réunions du comité stratégique jusqu'à ce que mon entité soit reconnue de façon définitive au niveau du comité. Et maintenant, nous avions 2 représentants à ce niveau. Donc, c'est les mêmes procédures qui ont amené certainement le comité stratégique à demander gentiment. Mais maintenant, pourquoi aller jusqu'à l'agression, par exemple? On a vu quand même, on a vu Touré sur les réseaux sociaux qui a perdu des boutons de sa chemise. Excusez-moi. Oui. Moi, je vous ai dit que je me suis levé gentiment pour sortir. Quand c'était mon cas personnel. Et aujourd'hui, dites-moi, humainement, quand on vous demande de quitter une salle et vous dites clairement dans la salle, vous n'allez pas quitter, vous allez prendre notre réunion en otage, mais dites-moi, est-ce que cela également est normal pour des gens civilisés, des gens d'un certain niveau? Oui, mais le fait de l'agresser, est-ce que c'est pas aussi... Moi, je n'ai pas vu quelqu'un l'agresser. Je ne l'ai pas vu quelqu'un l'agresser. Au contraire, quand les autres camarades ont voulu sortir, soi-disant par solidarité ou je ne sais pas quoi, quelques-uns, et je les ai demandé gentiment de rester pour qu'on en débatte. Parce que moi, je n'ai pas dit que j'étais victime, mais c'était la logique des choses que les choses devraient se présenter de cette manière. Donc, s'il a été agressé, je n'ai pas vu d'agression. Moi, personnellement, je n'ai vu aucune agression à mon niveau. En tout cas, étant dans la salle, étant assis, je n'ai rien vu de cette manière. Okay. Maintenant, ce qu'ils ont dit sur les réseaux sociaux n'engage que leur personne à eux-mêmes. Par exemple, il promet, il se prépare, il préparera déjà pour porter plainte contre le Premier ministre, par exemple, pour avoir, en tout cas, ordonné son agression, entre guillemets. Personne n'a demandé d'atteindre à son intégrité physique ou morale. Personne dans cette salle. J'étais dans la salle et je peux en témoigner. Maintenant, au sortir de la salle, ce qui s'est passé, je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne peux que... Et le Premier ministre ne demandera jamais d'agresser qui que ce soit. Même étant simple citoyen, il est quand même d'un certain niveau, il est quand même d'un certain âge. Moi, je dis, ça, c'est la justice. Et la justice pour tout le monde. D'accord. Maintenant, les propos également désobligeants engagés à cet effet,
Et il faut dire qu'il y a également le revers de la médaille. Ok, Bitar, le Mali est en guerre, hein. La vie chère, les Maliens en parlent, les frustrations sont devenues... Avant que vous oui, on va revenir, la frustration est devenue monnaie courante. Est-ce que le Premier ministre du Mali actuel n'a pas mieux à faire que d'aller assister à de telles scènes, par exemple? Le Premier ministre reste et demeure le président du comité stratégique du M5 RFI. Qu'il ne déplaise. Il faut que les Maliens le comprennent. C'est nous qui l'avons choisi. Et nous sommes comptables du bilan actuel que le Premier ministre est en train d'opérer. Et ça, c'est clair. Ceux qui se sont levés pour demander son départ de la tête du comité stratégique, moi je l'ai dit dans cette même salle avec vous, comme quoi il y a plein d'hommes politiques qui ont été nommés, non seulement dans les gouvernements successifs, qui n'ont jamais quitté la tête de leur formation politique, qui sont toujours restés membres à part entière. Et le Premier ministre a des vice-présidents qui siègent également avec nous, des porte-paroles, etc. Moi, je dis quelque part, n'essayons pas de focaliser les esprits sur la personne du Premier ministre. Plutôt, il faut regarder en face qu'est-ce que le Premier ministre aujourd'hui est en train d'apporter, non seulement au plan national et international, mais également au niveau de notre organisation commune qui est le M5 RFP. Ce qui gêne beaucoup de gens, M. Bitar, c'est que le pays est en guerre, l'armée est au front, le Premier ministre passe 4 à 5 heures de réunion avec le comité stratégique du M5 pour quel résultat pour le Mali, par exemple, concrètement, pour l'État? Mais excusez-moi, oui. On est arrivé à la refondation de l'État parce que nous avions, j'ai dit nous entre guillemets, parce que si je parle du M5 RFE, je parle du peuple malien dans sa globalité à l'époque, c'est parce que nous avions travaillé à cela. Et qui était notre président? C'était le même Premier ministre aujourd'hui. Moi, j'ai dit quelque part, il faut éviter de rentrer dans des considérations de personnes. Moi, je pense que le Premier ministre est dans son rôle. Il est en train de travailler, en tout cas pour le bien-être de nos populations. Il est en train de travailler également pour justement le maintien de la cohésion au sein de notre regroupement commun. Nul n'est indispensable, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec cette théorie. Mais quelque part aujourd'hui, si les gens pensent qu'ils pourront nous fragiliser à travers cet acte, moi je pense qu'ils se trompent de combat parce que nous sommes engagés pour le Mali, nous ne sommes pas engagés pour une personne. Ok, il nous revient qu'à l'issue de la dite réunion, que des décisions de suspension ont été prises contre certains membres du M5, en l'occurrence M. Touré, Aladji Touré, également Koniba Sidibé. Qu'en est-il réellement? Nous avions eu une réunion samedi matin. Oui. Et lors de cette réunion, il a été décidé de renvoyer les intéressés, tous ceux qui se sont manifestés à ce niveau, de les renvoyer carrément du comité stratégique. Non seulement. Et qui sont-ils? Je vais les énumérer. Oui. La décision, c'est qu'ils ne vont plus siéger avec nous. Et Cabral ne fait pas partie. Cabral? Oui, Cabral ne fait pas partie. Il faut que les gens comprennent. Il n'a jamais été membre du comité stratégique. Il faut que les gens comprennent cela. Les intéressés, c'est les membres du comité stratégique qui se sont joints à lui dans cette dynamique. Et c'est eux, de cela je parle maintenant. La surprise pour beaucoup a été de voir le nom de Koniba Sidibé. Koniba Sidibé, c'est pas... Bon, surprise ou pas surprise, en tout cas, il a quitté la salle en même temps que les quelques camarades. Et hier, lors de la réunion, ces camarades pratiquement étaient présents dans la salle. Les débats se sont passés devant eux. Et tous ont reconnu pratiquement et ont décidé pratiquement, ceux qui étaient présents, je vais dire, ont décidé
en tout cas de s'en remettre à la décision du comité stratégique. Et le comité stratégique a décidé de les exclure et de demander à leurs entités respectives de les remplacer. Voilà la décision qui a été prise. D'accord. La question du siège a été finalement tranchée. Certains s'étaient offusqués de voir que les réunions du M5 soient tenues dans vos locaux, par exemple. Vous savez, moi je vais vous dire ceci. Oui. On a mieux à faire que de se focaliser sur l'inutile. Pour moi, tout ça, c'est des faux débats. La question du siège avait été tranchée de façon définitive. La question de la présence du comité stratégique avait été tranchée de façon définitive. Maintenant, ceux qui ont d'autres calculs ou d'autres agendas, qui veulent qu'on revienne en arrière pour enlever le Premier ministre en tant que président du comité stratégique, ils se trompent de combat. Question de siège. Aujourd'hui, tout le monde sait que nous siégeons au niveau de Badlabougou. Maintenant, les femmes viennent ici, elles siègent au niveau de chez moi, les jeunes siègent au niveau du SNID. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. On a dit simplement, quand il y a des réunions extraordinaires, que ça peut se tenir ailleurs, hors de Badlabougou. Donc, moi, j'ai dit quelque part, ça, c'est des faux débats. Aujourd'hui, nous avons mieux à faire que de nous focaliser sur des individus. Vous avez compris, je n'aime pas citer généralement le nom des personnes parce que pour moi, nous sommes que des individus et nous sommes des mortels. Bitar, quel avenir encore pour le M5 avec toutes ces frustrations? Mais vous parlez de frustration. Je veux parler de la suspension de Konimba. C'est pas une suspension, c'est une exclusion. Cabral, il n'est pas membre du comité stratégique. Oui, on a vu également une lettre circulaire signée par les Modibo Sidibé, les Madame Si Kadiatiso, qui ne sont pas forcément d'accord avec la façon de faire du président du comité stratégique. Est-ce qu'encore le M5 a un avenir au Mali? Excusez-moi, nous autres, nous sommes quoi? Nous ne sommes pas des leaders. Nul n'est indispensable. Il y a d'autres qui ont déjà quitté le navire il y a très longtemps. Ceux qui étaient même là à la création, il y a beaucoup de ténors qui ont quitté la table, dont l'imam Diko, dont d'autres personnalités. Mais le M5 est resté et nous sommes restés soudés jusqu'à ce que nous soyons à ce niveau aujourd'hui. Moi, je pense que l'une des deux, soit on n'est pas d'accord, on se bat à l'intérieur pour améliorer les choses, soit on n'est pas d'accord, on quitte le navire. Voilà les deux perspectives qu'il y a. Mais la nature a horreur du vide. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, nous sommes en train de travailler. On est en train de travailler et moi j'estime réellement que cela n'a aucun impact. J'ai dit, chacun d'entre nous sait comment il est venu au niveau du comité stratégique. Le comité stratégique est là depuis la Troïka. Il est là depuis la Troïka pratiquement. Mais quelque part, les nouveaux arrivés, ils sont nombreux aussi. Moi, j'ai dit quelque part qu'il ne faut pas essayer de se focaliser uniquement sur des querelles de personnes, sur des questions d'individus. Plutôt, il faut aller à l'essentiel. Et l'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est de faire travailler la matière grise, essayer de sortir notre pays de cette léthargie, de cette situation, en tout cas, que nous avions tous déploré ensemble. Dernière question de l'émission. Il y a une semaine, vous conduisiez un meeting qui demandait ouvertement le retrait du Mali de la CEDEAO. Est-ce que c'est une décision mûrie et pensée, Bitar, que le Mali peut, à ce stade, se retirer de la CEDEAO avec le contexte politique que nous connaissons tous? Monsieur Sidibé, je suis surpris parce que je l'ai dit, c'est pas ma première fois de parler de cela. Oui. Depuis Belle Lurette, j'ai toujours parlé du retrait du Mali de la CEDEAO. Parce que en réalité, une organisation qui est focalisée juste pour essayer de torpiller
les intérêts de notre peuple, moi je pense qu'on n'a pas de raison d'y être, c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous subissons, contrairement au droit international, contrairement à tous les principes humanitaires, ne devrait pas arriver. Et à cause de qui? À cause de cette CEDEAO. Cette CEDEAO des chefs d'État, cette CEDEAO qui était essentiellement créée pour être une CEDEAO des peuples, avec la libre circulation des biens et des personnes. Mais malheureusement, vous avez compris aujourd'hui que même pour se déplacer, et même avant, les Maliens avaient beaucoup de difficultés pour se déplacer dans les différents pays de cette CEDEAO. Aujourd'hui, moi, j'ai dit quelque part que, comme on le dit en Bambara, excusez-moi du terme, c'est uriner qu'un caïman sorte dedans pour vous mordre après. Parce que cette CEDEAO a pris corps au Mali ici. Et aujourd'hui, nous sommes désolés que, contrairement à ce que nous aurons souhaité avoir cette solidarité africaine, oui, cette solidarité humaine pour vraiment nous aider, en tout cas, à sortir de ce néocolonialisme, de sortir de cette barbarie et de cette guerre qu'on nous impose pratiquement. Oui. Moi, je dis quelque part que nous n'avions plus notre raison d'être dans cette CEDEAO. En clair, nous vous savons très proche du Premier ministre. Est-ce que Choguel Koukala Maïga est dans cette dynamique de retrait du Mali de la CEDEAO, par exemple? Vous pouvez poser la question au Premier ministre. Sauf que c'est vous qui êtes allé lui présenter cette... Mais je vous dis, c'est pas ma personne. Et quelle en a été sa réponse? Mais de toute façon, nous, si j'étais décideur aujourd'hui, oui, c'est ce que j'allais faire. Mais moi, je ne suis ni Assimi, ni Choguel. Vous étiez porteur des messages. Quel sort a-t-il été réservé à votre message? Mais disons, la réponse appropriée, c'est lui qui le donnera à temps opportun. Ça, c'est clair. Ou c'est le président Assimi qui le fera. Mais ce qui est clair aujourd'hui, il faut que les Maliens comprennent. Moi, je suis un homme politique. C'est vrai. J'ai des relations avec pas mal de politiques dans ce pays, mais ce qui est évident, j'ai ma façon de voir les choses. J'ai demandé non seulement notre retrait de la CEDEAO, connaissant les textes de la CEDEAO, parce que je sais qu'il faut un régime, etc., un régime élu, il faut en faire la demande pendant un an, que ce soit. Mais j'ai demandé la suspension également de la Constitution du Mali, c'est moi qui l'ai demandé. Parce qu'aujourd'hui, on est peut-être, pour moi, ça n'engage que ma personne, je pense qu'il serait très difficile pour nous de concilier tout ça. Mais quelque part, nous ne devons pas tuer le lion et avoir peur du lion. Nous devons avancer. Et j'ai dit également de dissoudre toutes les formations politiques. C'est pas ma première fois de le dire. Plus tard, on vous laisse livrer votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est juste appeler les Maliens à la cohésion, à l'entente, de quitter simplement les questions de personnes. Et que le Premier ministre, le tandem Assimi Choguel aujourd'hui est un tandem pour moi gagnant. Gagnant pourquoi? Parce que nous avions en tout cas des avancées considérables aujourd'hui par rapport à la situation. C'est vrai qu'il y a des difficultés, nous n'allons pas les occulter. Nous savons tous aujourd'hui qu'il y a des difficultés financières, il y a des difficultés d'approvisionnement, il y a beaucoup de difficultés, mais qu'à cela ne tienne, la nature a horreur du vide. Nous sommes un peuple intelligent, le génie malien trouvera toujours la solution pour pallier à cela. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter nos forces armées et dire également que toute cette cabale médiatique et que les uns et les autres sont en train de vouloir mener afin de saper le moral de nos troupes, que nous serons là. Vous faites allusion à ce qui s'est passé à Moura? À Moura. Et quelque part, je le dis, il faut que les gens comprennent. Ils ont détruit plein de pays comme ça et jusqu'à aller à des génocides. C'est eux qui sont derrière.
Et aujourd'hui, moi je dis bravo à notre armée et nous allons continuer à enclencher, à avoir des résultats, en tout cas tangibles, si Dieu le veut, sur le terrain. Et je profite également pour souhaiter un bon mois de carême à toute la Oumma islamique.